أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu à tous les frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, frère Ma'amar. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Khair Abdurrahman. Comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdulillah. Donc nous nous retrouvons dans ce live, frères et sœurs, intitulé Ce que je pense de la condamnation d'Ahmed Moalek. Live s'intitulant ainsi au regard de la situation, de l'actualité française. Je vais laisser la parole au frère Ma'amar quant à l'introduction. Et je laisse la parole au frère Ma'amar. Merci à vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez tous et toutes bien en ce milieu d'après-midi de ce jour de samedi 19 juin de l'année 2021 et il est précisément 15h02. Alors, frères et sœurs, en tout cas toutes les personnes qui écoutent ce live en direct ou en différé, nous allons, comme l'indique le titre de cette vidéo, de ce live, évoquer la question de Ahmed Moalek. Avant toute chose, Inna Allahu wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alors, c'est un sujet qui m'a... C'est pas tant le sujet qui m'a vivement interpellé, mais c'est tant la condamnation à 5 ans de prison ferme qui m'a vivement interpellé. Alors j'ai appris à travers les réseaux sociaux très récemment que Ahmed Moalek a été condamné par le tribunal de la ville de Cusset. Cusset qui se trouve, c'est dans le département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et celui-ci a été condamné, si les infos que j'ai sous les yeux sont correctes, le 3 juin de cette année, à 5 ans de prison ferme. Alors, il a été condamné à 5 ans de prison ferme parce que on lui reproche d'avoir diffusé un certain nombre de vidéos, en tout cas 17 selon les informations qui figurent dans cet article, et que celui-ci a diffusé 17 vidéos sur Internet dans lesquelles il appelait certaines personnalités publiques d'origine le plus souvent juive, dont entre autres Ruth Elkrieff et Éric Zemmour. Voilà. Alors, je suis pas là pour parler de la personne de Ahmed Moalek. C'est pas le sujet de la vidéo. Ce que je pense de Ahmed Moalek, ce que je pense de son discours sur l'islam, ou de sa personne, c'est pas le sujet de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse ici, et c'est pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo, alors qu'en réalité, je suis quand même, on peut considérer tout à fait étranger aux antipodes d'Ahmed Moalek et de ce que faisait Ahmed Moalek sur Internet. Donc pour moi, c'est quelque part entre guillemets un étranger, totalement étranger tant sur le discours sur l'islam que sur la personne que je ne connais pas. J'ai jamais rencontré Ahmed Moalek, je lui ai jamais parlé de vive voix, ni physiquement ni à travers le téléphone ou Internet. Donc je connais absolument pas Ahmed Moalek.
Par contre, je connais son discours, notamment sur l'islam et et sur les juifs, puisque j'avais écouté un certain nombre de vidéos dans laquelle effectivement il insultait, il menaçait un certain nombre de juifs à travers un certain nombre de propos. Euh, alors, j'avais aussi vu une vidéo dans laquelle il brûlait le drapeau d'Israël. Alors, son interpellation ne m'a pas surpris, loin de là, puisque j'étais quasiment sûr qu'il allait être interpellé en raison des propos qu'il tenait et dans ses vidéos, puisque évidemment ses propos tombaient sous le coup de la loi. Alors après, l'opportunité de l'interpeller ou pas dépend du procureur, le cas échéant d'un juge d'instruction, mais en tout cas, c'était évidemment un délit. Son incarcération m'a quelque peu étonné, puisqu'évidemment, il aurait pu être mis sous contrôle judiciaire avec un certain nombre de contraintes. Ça m'a relativement étonné. Mais ce qui m'a plus qu'étonné, ce qui m'a choqué, c'est évidemment la condamnation de 5 ans de prison ferme. Alors là, je m'interroge. En fait, cette histoire m'a fait oublier mes propres problèmes en quelque sorte. 5 ans de prison ferme, je ne sais pas s'il aurait pris autant en Israël, à Tel Aviv, par un tribunal de Tel Aviv. Je ne sais pas s'il aurait été condamné à une peine aussi lourde. Je crois savoir que la peine maximale encourue pour ce genre de délit, lorsqu'ils sont diffusés sur la toile, étant de 7 ans de prison ferme. Si mes infos sont bonnes, c'est de 7 ans de prison ferme. Le procureur, me semble-t-il, encore je parle au conditionnel, avait requis 7 ans, avait requis en fait la peine maximale de 7 ans de prison ferme. Alors là, c'est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant, ça l'est lorsqu'on sait que d'autres personnes étaient inquiétées pour le même délit, c'est-à-dire des propos de menaces de mort, apologie entre guillemets du terrorisme, etc. Et un nombre de personnes qui étaient sur la toile, qui le sont aujourd'hui, ont été inquiétés aussi parce qu'ils avaient tenu des propos, ou en tout cas ils avaient écrit des articles, des livres, notamment Hervé Ryssen, Soral et de tant d'autres, ont été inquiétés par la justice française. Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette affaire, c'est non pas qu'il soit évidemment poursuivi, parce que c'est prévu par le code pénal, mais qu'il soit condamné à 5 ans de prison ferme. Alors, la première chose que je m'interroge, en fait, c'est de savoir qui était son avocat. Est-ce qu'il l'a défendu correctement? Éventuellement, quel fut son comportement durant l'audience? Je crois savoir qu'il était primaire, qu'il n'avait jamais fait de prison. Et malgré tout ça, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse prendre 5 ans de prison pour des menaces de mort et autres délits similaires. C'est-à-dire des délits qui sont verbaux, ce sont des paroles, ce ne sont pas des actes. Alors effectivement, ça reste un délit, bien sûr, mais ça ne reste que des paroles. Ce sont que des paroles. Il a à venir le fait que ce ne sont que des paroles graves, des paroles qui pourraient éventuellement inciter une tierce personne à agir. Je le conçois parfaitement. Mais néanmoins, ça reste que des paroles. Et prendre 5 ans de prison pour des paroles, que là, je n'arrive pas à comprendre. Là, j'arrive vraiment pas à comprendre.
pour ce genre de délit, ça ne devrait pas dépasser quelques mois de prison, avec une peine avec sursis, afin de bien mettre en garde la personne que si elle récidivait, le sursis tombait et qu'elle allait effectuer une peine beaucoup plus lourde. Là, c'est pour la mettre en garde, c'est pour l'avertir, c'est pour l'appeler à l'ordre, c'est pour lui dire que dans ce pays, il y a quand même des lois qu'on peut pas dire et faire tout et n'importe quoi. Mais l'assommer comme ça avec une peine de 5 mois de prison parce qu'il a tenu ce genre de propos, j'ai du mal à m'expliquer en fait. Là, j'ai vraiment du mal à m'expliquer. Frère Omar, j'avais une question justement par rapport à la fois à cette affaire et par rapport à ce qu'elle touche le droit français. Est-ce que tu as vu du coup des genres d'affaires, enfin en tout cas de ce genre d'affaires, de ce type-là, euh, est-ce que tu as déjà entendu ce genre de fait et ce genre de jugement? Écoute, moi, je suis pas à l'affût des condamnations des tribunaux français concernant ce genre de délit, c'est-à-dire apologie de terrorisme, menace de mort, mais je suis quasiment sûr que c'est non pas une des peines les plus sévères, mais c'est la peine la plus sévère pour ce type de délit. Parce que dans les articles du journal, ils disent que c'est une des peines les plus sévères. Ça veut dire qu'il y a d'autres peines pour ce genre de délit qui ont été plus sévères. Ça, j'en doute fortement. C'est très simple, la peine encourue était de 7 ans. Il a pris 5 ans. Je pense que c'est vraiment la peine la plus sévère qu'il y a eu en France pour ce genre de délit. Et surtout pour quelqu'un qui n'a jamais été condamné. Mhm, S'il aurait été récidiviste en raison de la récidive, mhm. ça peut à la limite. Mais là, pour quelqu'un qui n'a jamais été condamné, qui prenne 5 ans pour ça, Moi, je vois, c'est quand même c'est très très grave quoi. C'est vraiment très grave, hein. bah, Mais, quand même. mais en fait, la question, tu l'as soulevée tout à l'heure. Nous, on n'a pas, comment dire, on n'a pas assisté du coup enfin, à son jugement. Mm. Est-ce que son comportement envers le magistrat, envers le juge, enfin, envers l'Assemblée, est-ce que son comportement, peut-être les propos qu'il a tenus, sa défense, est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle sur la condamnation, sur sa condamnation, pour arriver à ce type de condamnation? Est-ce que ça peut jouer aussi un rôle? En théorie, non. En théorie, non. Les juges professionnels, ils sont pas là pour voir comment tu t'appelles, comment tu t'habilles, si tu articules bien quand tu parles. Ils sont là pour juger des faits. Et ces faits, ils sont jugés à la lumière des preuves qui leur sont fournies, son casier judiciaire, etc., etc. Donc, en théorie, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la pratique, ça fonctionne pas toujours comme ça. Dans la pratique, ça fonctionne malheureusement pas toujours comme ça. Selon ton comportement, tu peux dire, etc., ton origine, etc., font que ça, on arrive à le comprendre. Enfin, on le sait. Mhm. Mais au point enfin, quand une peine aussi importante, là, j'ai du mal à m'expliquer. Je pense que ça peut s'expliquer autre part, du coup. C'est peut-être pas forcément, c'est peut-être une justice dans la justice. Ben, l'explication,
on l'a déjà, on l'a depuis un certain nombre de temps. Oui. Si la partie civile aurait été des Noirs ou des Arabes ou des Gitans, je pense qu'il aurait pris 4 mois avec sursis. Mhm. Si ça avait été, excuse-moi, si ça avait été des personnes qui sont d'une autre ethnie que celle française, tu veux dire? Si la partie civile aurait été des Noirs, des Arabes ou des Gitans, il aurait pris 4 mois avec sursis, La partie civile. probablement. Ouais, ouais, je vois, ouais. Et encore. Donc bon, en fait, c'est regrettable, mais en même temps, comment dire, à la fois c'est regrettable, mais en même temps, c'est justifié par rapport à une dite communauté, quoi. Justifié, non, mais ça s'explique par ça. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, il le justifie par cela, quoi. Enfin, c'est pas justifié au sens légal, mais il le justifie par cela, quoi. C'est leur argument clé. Ça s'explique, selon moi, par rapport à ça, ouais. Hum. Bah, la situation, elle devient de plus en plus grave alors. Si on voit que déjà, juste pour une personne, elle tient ne serait-ce que des propos, en effet, bon, c'est des menaces de mort, etc. Mais enfin, si on en arrive là, c'est demain si tu vas boire le café, c'est limite si si t'as bu le café de travers, c'est de la prison quoi. Pourquoi le café? Je dis ça en exagérant, mais c'est vrai que bon, ce sont des menaces de mort, ce sont des choses qui sont quand même, voilà, comme tu dis, des délits. Mais la situation, elle devient de plus en plus grave. C'est quand même prendre 5 ans de prison, ça doit être chaud, quoi, hein, quand même, hein, 5 ans de prison pour ça, c'est... Moi, je savais pas, en fait, qu'en France, on pouvait juger de cette manière, enfin, à ce niveau-là. C'est chaud, c'est chaud c'est chaud pour les musulmans, oui. Sans aucun doute, ça on le sait. Comment peut-on, dans un pays civilisé, mettre 5 ans de prison ferme à un individu, dans un premier temps, dans un second temps, un individu qui n'a jamais été poursuivi pour ses faits, moins encore condamné, dans un troisième temps, un individu qui, te, qui tient des propos qui parfois sont anti et parfois sont pro réels, comme on a pu voir pour ceux qui ont vu un certain nombre de vidéos, pour un individu dont on n'a rien trouvé jusqu'à preuve du contraire comme élément matériel qui laisserait à penser que cet individu n'avait pas l'intention de s'arrêter à des propos haineux, mais aussi éventuellement passer à l'acte, comment peut-on justifier une peine aussi lourde? Il faut quand même rappeler qu'il s'agit de paroles, pas d'actes. On est ici dans le cas de paroles. Ce sont des paroles, pas d'actes. Non, tout à fait, ouais. Il faut quand même pas l'oublier. Alors, ce sont des paroles graves, évidemment, ce sont des paroles qui, ça, on comprend. Mais ça reste des paroles. C'est comme les paroles qu'il a tenues sur un certain nombre sur l'islam ou les propos qu'il a tenus sur un certain nombre d'autres personnes. Ça reste des paroles. Comment peut-on justifier 5 ans de privation de liberté pour des paroles dans ce cadre-là?
Mhm. Ouais, c'est très très grave. Donc lorsqu'on n'a pas de réponse dans ce qui est normal, cohérent, dans la normalité, on va les chercher dans ce qui n'est pas normal, ce qui est parallèle. Et ce qui est pas normal, ce qui est parallèle, c'est le fait, c'est la composante de deux choses. Celle que l'islam d'un côté, le socle étant l'islam, même si on conteste le discours, etc., mais ça reste quand même, ce ne sont pas les propos d'un communiste ou d'un anarchiste, ce sont les propos de quelqu'un qui, dans ses vidéos contiennent des propos qui laissent à penser que l'individu est musulman. Associé à des propos contre les juifs, ben, ça donne une peine de 5 ans. Ça aurait été un communiste ou un anarchiste ou que sais-je qui aurait tenu ses propos exactement de la même manière, il n'aurait pas pris cette peine. Ça aurait été un communiste ou un anarchiste ou un islamophobe qui aurait tenu ses propos contre des musulmans ou contre des arabes ou contre des noirs, il n'aurait pas pris cette peine. Là, on n'est pas loin de l'arbitraire des pays arabo-musulmans, de la Russie ou d'autres pays. C'est même pas qu'on n'est pas loin, on est dedans. Parce que je doute fort qu'il aurait pris, on est en plein dedans. Alors j'ose espérer qu'il a eu, son avocat lui a conseillé de faire appel, mais c'est du jamais vu. Mhm. Ça, c'est du jamais vu. Après, à côté de cela, si on peut comparer justement des propos qui sont tenus et des actes, même si c'est pas du même ordre, parce que là on parle de menaces de mort, etc. Ce qu'on peut constater, en tout cas dans la justice en France, c'est que, peut-être pas par ailleurs, peut-être dans d'autres pays, en tout cas en France on le constate concernant notamment la pédocriminalité et la pédophilie, etc. Je suis désolé peut-être de parler de ça, mais quand on voit des jugements, bah, on voit que bah, des pédophiles, des pédocriminels, ils prennent un an, voire 5 mois ou 3 mois ou je sais pas quoi, ils ressortent. Et alors que bon, il y a des actes, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des trucs qui sont vraiment extrêmement graves. Là, c'est sur des enfants, carrément. Et personne n'en parle d'ailleurs. Et quand on voit du coup Ahmed Moalek qui là de ce côté a tenu des propos en effet, mais ça reste que des propos, et il prend 5 ans de prison ferme, c'est clair que c'est encore plus choquant d'ailleurs là, à ce niveau-là. Oui. Alors là maintenant, quand on voit qu'il s'attarde, enfin moi j'ai envie d'un petit peu parler un petit peu juste 2 secondes comme ça, mais quand on voit qu'en France on a des pédocriminels qui font ce qu'ils veulent sur le darknet, qui ont des pages Facebook et on voit toute l'insanité qui mettent sur Facebook, sur YouTube, etc. Vous tapez juste, hein, vous avez juste à taper 2 3 mots hein, sur YouTube, sur machin, etc. Là, il y a personne qui fait le travail, personne, tout le monde en a rien à foutre. Alors qu'on voit des enfants qui se font tuer, on voit des enfants qui se font violer, on voit des photos, enfin des trucs de malades. Et ils vont s'attarder sur un prétendu musulman, dit musulman, voilà, bref, et il prend 5 ans, quoi. Là, si là on voit pas qu'il y a bien un État dans l'État, qu'il y a pas, il y a une justice dans la justice, enfin voilà, c'est un truc de malade, un truc de malade. Qu'est-ce que t'en penses, frère Marmal? Et, écoute, Abdelrahman, je crois que c'est des évidences, hein, me semble-t-il. Ah, c'est clair. Moi, je me rappelle, lorsque j'avais ouvert une association en 1993,
Et l'association, elle était rue des Maronites dans le 20e arrondissement, avant d'avoir été rue d'Aubervilliers dans le 19e, si ma mémoire est bonne. Et on avait toujours distribué des tracts devant les mosquées avec l'entête Muslim Association, et c'est ça. Et donc on avait toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on allait devant des mosquées en région parisienne et à Paris, en tout cas en Île-de-France, et on distribuait des tracts devant les mosquées le vendredi. Et on a fait ça de 1993 à 1997. Et de 1993 à 1997, on n'avait pas rencontré de problème particulier, en tout cas vis-à-vis de la police, de l'État, des renseignements généraux à l'époque. On n'avait absolument rencontré aucun problème. Bon, ils demandaient des tracts, on leur donnait, tout ça. Bon, il y avait pas de souci. Quelques petits accrochages avec les fidèles sortant de la mosquée, évidemment. Mais à part ça, il n'y avait pas de souci majeur. Et ensuite, durant les années 95, me semble-t-il, ou 16 par là, il y a eu, c'était concomitant avec les événements du FIS en Algérie, l'interruption du processus électoral en Algérie avec Chadli Bedjadid, Zeroual et compagnie, et donc Ali Belhaj et Madani. Et donc il y a eu l'interruption du processus électoral parce que le FIS avait gagné les élections présidentielles. Et donc, à la demande de la France, c'était Mitterrand de mémoire, on leur avait demandé de mettre un terme au processus électoral et puis finalement de se débarrasser des islamistes en ce sens. Donc il y a eu ce qu'on appelle la décennie noire en Algérie, il y a eu des interpellations, il y a eu des disparitions, il y a eu des tueries, il y a eu des gens qui ont été incarcérés dans les déserts, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et attends, ne quitte pas. Et donc il y a eu beaucoup de choses en ce sens. Et il y a eu le soutien ici en France, qui soutenait les Algériens de France, soutenait les Algériens d'Algérie. Et donc il y avait ce qu'on appelle la FAF en France. C'était la fraternité islamique en France. Et donc, ce qui a conduit à une situation tendue en France, parce qu'il y a eu des attentats de 95, donc avec Alem Ben Saïd, Ali Ad Belkacem, donc ces attentats en 95, donc bon, on va pas revenir sur ces histoires-là, pourquoi les attentats. Mais en tout cas, la situation en France est extrêmement tendue, Ali Touchen, tout ça. Et donc, la situation en France, au niveau du terrorisme islamiste, etc., était vraiment très, très, très tendue. Et ce qui a conduit le gouvernement de l'époque à commencer à faire ils appellent ça des arrestations, évidemment, dans les milieux islamistes algériens. Des rafles. Et ouais, des arrestations. Et puis après, ce fut des rafles. C'est carrément des rafles. C'est-à-dire qu'il y avait ce que des gens, même des policiers de la brigade criminelle, entre autres, mais aussi le IDH et des gens proches du pouvoir de la 14e section de Paris, qui ont qualifié ce juge qui n'est plus juge mais qui est toujours vivant, le juge Bruguière de cow-boy, parce qu'il avait des méthodes de cow-boy en fait. Et ça, ça a été dénoncé même à l'intérieur de chez eux. Et donc ce juge Bruguière, qui était fortement politisé par un certain lobby, qui n'était pas motivé que par des raisons de code pénal, et donc il était très politisé, et donc il a commencé à faire des rafles dans les milieux islamistes, tout ce qui pouvait ressembler à un islamiste de pro ou de loin. Bon. C'est quelqu'un qui se contente pas de faire la prière et de manger le mouton. Et donc il y a eu des rafles. Et nous, on s'est fait rafler à cause de ça en fait. Alors même si on n'avait rien à voir avec le FIS, parce que nous on était là avant, entre guillemets avant le FIS, parce qu'on avait commencé en 93, donc et on n'avait pas de rapport avec le FIS. C'était tout à fait on parlait de la Palestine, etc. Et donc, quand t'es dans t'es là, bon, on prend, je veux dire, ils vont pas se casser la tête. Hein. Donc, on s'est fait rafler en fait. On s'est fait rafler par Bruguière. Alors, les conditions de la rafle, ils étaient assez particulières puisque j'ai été un petit peu dans la confidence par un flic, un haut flic de la brigade criminelle, qui m'a mis dans la confidence parce que c'était un flic qui était finalement pas comme les autres. Dans la mesure où il était déjà intelligent
Il n'était pas bête et méchant. Et puis en plus, il savait très bien que dans le service, il y avait des actions qui étaient motivées effectivement en raison de la loi, mais d'autres actions qui étaient motivées en raison pour des raisons politiques. En fait, ça n'avait rien à voir avec la loi. C'est-à-dire, on voulait se débarrasser de gens qui nous dérangeaient, ils n'avaient pas enfreint la loi, mais ils nous dérangeaient, donc il fallait se débarrasser d'eux. Et ça, il en était conscient. Il n'y avait pas que lui qui en était conscient, il y avait d'autres personnes, entre autres. Et donc nous, comment on s'est interpellé dans ce cadre-là, c'est là où j'ai commencé à être fiché S, c'est que nous, on était d'abord à rue de Maronite, après rue d'Aubervilliers, puis rue d'après du Mont-Durville à Garenne-Colombo. Et il y avait un certain nombre de frères qu'on se côtoyait en fait, et qui étaient dans un véhicule, et sur la plage arrière du véhicule, il y avait des tracts qui étaient là par hasard en fait, qui traînaient sur la plage arrière, des tracts. Les mêmes tracts qu'on distribuait voilà, en tête de Muslim Association. Et ils sont interpellés par une patrouille de police, et parce qu'ils n'avaient pas de ceinture de sécurité. Et la police, elle constate qu'il y a des tracts derrière, en fait. Donc, elle contacte le procureur de Nanterre, et donc, il décide d'agir dans le cadre de l'article de la flagrant délit. C'est-à-dire considérant qu'il y a un crime ou un délit qui est en train de se commettre. Et non en enquête préliminaire ou en instruction. Et donc, ils ont décidé d'agir dans le cadre du flagrant délit. Sauf que la brigade criminelle, elle a contacté ce procureur de Nanterre en lui disant non. En lui disant non, il faut rien faire, parce que nous, on est sur eux, et ils vont finir par faire quelque chose, un délit, et donc là, on pourra les interpeller dans les règles. Et le procureur de Nanterre, lui, il n'a rien voulu savoir. Donc, il a quand même interpellé les personnes, et qui ont été ensuite transférées à la 14e section de Paris, dont moi, entre autres. Il se trouve qu'à ce stade, on n'avait rien commis, puisque lors de la perquisition, ils n'avaient rien trouvé, à part de mémoire un fusil à pompe. Mais durant ces années-là, les fusils à pompe, c'était des armes de 5e catégorie. C'est-à-dire c'était une arme que tu pouvais acheter dans une armurerie en présentant ta pièce d'identité. Et pourquoi qu'on avait acheté cette arme? On avait acheté cette arme parce que déjà c'est illégal. Et tout ce qui est illégal, on n'a pas demandé de compte quand tu fais une chose légale, premièrement. Et deuxièmement, c'est qu'on avait retrouvé des espèces de tracts sous notre porte, à l'époque, rue du Mont-Durville. Et c'est des tracts de menaces qu'on avait reçus. Donc c'est des menaces claires, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit on sait jamais. Alors il se trouve que les choses étaient là en fait. Et mais le problème c'était quoi le problème? C'est qu'on n'avait rien fait. Parce que les tracts c'était pas un délit. Chez nous ils ont rien trouvé. On n'avait rien fait. Absolument rien. Et lorsque moi je suis passé devant le Bruguière, alors Bruguière il me dit, c'est lui qui m'interroge, il me dit on a trouvé des ordinateurs haute perfection, haute technologie dans vos bureaux. C'était pas vrai, parce que c'était des ordinateurs Macintosh très vieux, très anciens, vraiment. Premier point. Deuxième des points, il me dit on a trouvé des fusils à pompe avec des cartouches Breckner ou un truc comme ça. Et il m'a dit, écoutez, ce sont des cartouches pour tuer les sangliers. Et comme il n'y a pas de sangliers à Paris, on pense que vous voulez tuer des juifs. Bon. Donc il raconte tout ça, et puis après il me donne le papier, il me demande de signer. Alors moi je dis non, je ne signe pas. Et pourquoi ça? Parce que tout ce que vous dites, c'est pas vrai. Il me dit bon bah ok. Donc on a incarcéré. Et libéré 4 mois après, sans poursuite. Et pour revenir à quoi? Pour revenir que lorsque j'avais parlé avec ce flic dans la brigade criminelle, au Quai des Orfèvres, il m'a dit écoute, je vais te donner un conseil. C'est un conseil que je vais te donner. Il m'a dit je te conseille de ne jamais toucher à deux choses. Aux armes et aux juifs. Voilà ce qu'il m'a dit. Ouais, au moins le message il est clair là. Voilà.
Il m'a dit, écoute, je vais te donner un conseil, ne touche jamais aux armes et aux juifs. Et lui, comme il a donné le conseil, c'est pas un conseil au sens, comment je pourrais dire, au sens légaliste ou au sens, comment je pourrais dire ça, au sens euh, paternel. C'est un conseil du style, c'est pas justifié, mais ils te feront pas de cadeau. C'est-à-dire, ce sont deux éléments qui permettent une lourde condamnation, quand bien même cette condamnation n'est pas justifiée. C'est-à-dire qu'il faut quand même des éléments pour pouvoir condamner quelqu'un. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une arme, enfin dans ce cadre-là, l'arme, même si il n'a rien fait, enfin tout ce que tu veux, ça justifie une lourde condamnation. Ça la rend, en fait, ça rend la condamnation légale. Ça rend la condamnation crédible. C'est un élément matériel qui engendre une lourde condamnation, quand même elle n'est pas justifiée en raison de votre profil. Voilà ce qu'il voulait me dire. Ce sont des éléments qui, à eux seuls, justifient une lourde condamnation, quand même il n'y a pas de délit. D'accord. Voilà ce qu'il voulait me dire. Ça rend crédible la motivation. Et à travers le cas de Ahmed Moualek, ben, je vois que ces propos ben, sont tout à fait avérés.